Cher Pierre Pelot, merci tout d'abord, peut-être par amitié, de n'avoir pas osé répondre non lorsque je t'ai proposé cette rencontre ce soir à Poirel. Parce que tout le monde dans cette salle, comme moi, nous savons depuis longtemps que tu as mis des distances avec ce que tu appelles le Barnum littéraire et que tu crains les rencontres beaucoup plus que tu ne les provoques. Donc, je te remercie vraiment d'être ici, de m'avoir fait confiance et j'espère que tu ne le regretteras pas, surtout, on verra dans 1 heure à peu près. Alors, parce que justement, tu es un peu loin de cette agitation médiatique, littéraire que tu crains. Moi, j'ai parfois l'impression, et je trouve que c'est très dommage, que le public ne sait pas à quel point tu es un grand aujourd'hui de la littérature contemporaine. Lorsqu'on entend un Philippe Claudel parler de toi, un Jean-Christophe Ruffin en parler, et d'ailleurs c'est lui qui a fait la préface de la réédition de C'est ainsi que les hommes vivent, c'est évidemment une évidence. Mais je voudrais que l'on sache encore plus combien tu as bâti dans ton petit village des Vosges que tu n'as jamais quitté, on en parlera tout à l'heure, une œuvre à la fois gigantesque, pleine d'humanité. Plus de 200 livres la composent. Plus de 200 livres dont, dans tous les registres, que ce soit la science-fiction, le roman noir, le polar, le roman préhistorique, historique, les nouvelles, les récits pour la BD, fantastique, la science-fiction, je l'ai dit, je vais forcément en oublier. Tous ces registres servent à faire vivre et à raconter au mieux, pour toi, avec une écriture magnifique, toutes les histoires qui naissent en toi, qui naissent dans ta tête. Alors, on va parler évidemment de ton actualité littéraire. Tu as publié il y a quelques mois aux éditions Héloïse d'Hermesson, ton éditrice favorite, qui d'ailleurs est dans la salle, bien sûr, Braves gens du purgatoire, un roman ample, magnifique, qui va occuper une partie de cette rencontre. On parlera aussi, ne fais pas la grimace, un peu de toi, mais c'est quand même bien toi qui dis que pour toi, écrire, c'est dire « je » dans la tête des autres, de tes personnages, donc forcément, on va parler de toi. Mais je voudrais, juste avant, que tu me dises si je me trompe ou pas, quand je pense que le titre de ce livre, qui est le monument de ton œuvre, c'est ainsi que les hommes vivent, finalement, n'est pas le fil conducteur de toute cette œuvre. Est-ce que ton univers littéraire, ce n'est pas, c'est ainsi que les hommes vivent, vivaient, vivront, les hommes? Tout ça commence très bien. C'est une sale question, hein, Non, pour non, non, commencer. non, 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 je suis ravi d'être là, cela dit. Et je t'en remercie. Donc, bien que j'ai pu laisser entendre qu'il y avait des réticences quelquefois, quand tu m'as demandé, j'ai pas hésité, hein, parce que je savais où j'allais. Donc, ça m'a fait plaisir. Euh, Tu as probablement raison, oui, que c'est ainsi que les hommes vivent, bah, c'est comme ça que aussi j'écris. C'est pour ça que j'écris, c'est pour eux que j'écris. Et c'est pour moi aussi, parce que c'est ainsi que moi je vis. En écrivant depuis quasiment maintenant toujours, ou presque, ça fait quand même longtemps. Un jour j'ai eu, comment dire ça, j'ai eu envie d'exister de cette manière-là parce que j'avais beaucoup probablement de difficultés à exister d'une autre façon. Et pour moi, la meilleure manière d'être présent dans la vie et d'être vivant dans la présence des autres aussi, c'était de peindre, c'était d'écrire. C'est pareil à peu près, c'est la même chose. C'est toujours en tout cas raconter des histoires
qui sont venus là comme ça, j'ai coutume de dire que mais c'est pas moi qui le dis d'abord, ça a été, et là je rabâche un peu parce que je le dis tout le temps, je radote même que certains Indiens d'Amérique du Nord ont la coutume de dire que les histoires sont des êtres vivants qui volent et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les attrape pour les raconter. Et je trouve qu'au début, je trouvais que c'était une belle formule, d'autant plus qu'ils ajoutaient, mais où vont les histoires qui ne sont pas racontées? Et c'est encore une plus belle formule. Et je trouve que c'est pas une formule, je trouve que c'est vrai. Donc un jour, je me suis dit que moi, exister, c'était de cette façon-là, que je pouvais le faire au mieux. C'était en attrapant toutes ces histoires, en étant disponible pour toutes ces histoires-là et en les racontant, moi, avec soit de la peinture, soit des mots surtout, et de plus en plus des mots. Donc... beaucoup de mots. Oui, beaucoup de mots. 200 livres, beaucoup de mots. Des grandes phrases aussi. Mais est-ce que exister pour écrire, d'une certaine façon, ce n'est pas vivre par procuration? Oui. C'est vivre à travers ces histoires-là. C'est ce que j'essaye de dire maladroitement. Donc, c'est que pour moi, vivre, c'est ça. C'est vivre, moi, à travers les histoires que je raconte. Donc, on va dire par procuration. Ça peut être aussi une formule, oui. Si j'écris plus, en tout cas, je le sais, ça, je suis sûr de ça. Si j'écris plus, si je raconte plus ces histoires, si je vis pas ces histoires-là, moi, je n'existe plus. Donc, c'est assez problématique d'ailleurs parce que dernièrement, j'avais décidé de plus écrire. Donc, mais oui, je croyais que Braves gens du purgatoire était ton ultime. Oui, moi aussi, je croyais. Mais d'abord, ça va continuer? J'avais décidé ça en écrivant à la fin de ce livre, là, parce que ça fait quelques années que ça existe, parce que j'ai quand même quelques heures de vol, donc, et du coup, j'étais fatigué, quoi. Donc, ça arrive aussi, au bout d'un moment, on est fatigué, mais fatigué pas d'écrire, hein, fatigué quand tu parlais de Barnum littéraire tout à l'heure, s'il y a un peu de ça, quoi. J'étais fatigué aussi de ça, de cette façon d'exister là aussi, qui fait partie de l'autre, pareil, quoi. Et donc, j'avais décidé d'arrêter, de me reposer, tout ça, jusqu'à ce que je me rende compte que si j'arrêtais, j'existais plus. Donc, et c'est un peu embêtant quand même, parce que ça fait un creux, ça fait un vide. Donc, c'est aussi difficile d'arrêter que d'écrire, en fait. Donc là, je sais pas, je pense qu'on va avoir une bonne nouvelle, en fait. Je pense que c'était des paroles pas en l'air, parce qu'elles n'étaient pas très haut d'ailleurs, mais on va peut-être revoir la copie. Donc, de toute façon, tu dis toujours qu'un livre est le brouillon du suivant, donc c'est pas possible qu'il y ait pas un suivant. Ça c'est un fait, oui. J'ai traversé mon existence donc avec cette formule-là, et c'est plus qu'une formule. C'est vrai que le livre... On n'écrit jamais le livre définitif. On essaye d'écrire au mieux une histoire, et donc c'est un roman. En l'occurrence, ça peut être une nouvelle, ça a d'autres formes, hein. Ça peut être un script, c'est une histoire écrite, quoi. Donc, c'est vrai que quand on l'a fini, tout n'est pas fini. Et ça devient forcément le brouillon du suivant, parce qu'il faut toujours essayer de faire mieux. On n'est jamais satisfait non plus pleinement de la fin d'une écriture, d'un livre. Quand ça correspond à 50% de ce qu'on voulait faire au départ, le livre, quand on l'écrit dans sa tête au début, il est formidable. Et à chaque fois, il est merveilleux, quoi. Il est magnifique. C'est tout à fait ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait faire ressentir, émotionnellement parlant aussi. C'est tout à fait ça. Puis après, moi, je me mets à écrire. L'histoire, je la connais. Je connais tout des personnages. Je sais ce qu'ils vont faire. Je sais où ils vont. Je sais d'où ils viennent. Je sais ce qui va leur advenir. Tout est arrêté dans ta tête avant de commencer. Tout à fait, oui. Il ne reste plus qu'à écrire, quoi. C'est là que ça devient compliqué, parce que c'est jamais, au final, c'est jamais vraiment comment... Enfin, en tout cas pour moi, quand je dis « on », c'est de moi que je parle surtout, c'est jamais tout à fait comme on voulait que ce soit au début. Donc quand ça tombe à 50% de ce qu'on voulait, c'est bien, quoi.
Il n'y en a pas beaucoup qui vont jusque-là, il y en a quelques-uns qui dépassent. Brave Jean du Purgatoire, tu le mets à combien? À lui, je le mets à 80%. Ah ouais, c'est un très bon. Hein. Je pense que Comme c'est ainsi, d'ailleurs. C'est ainsi, je le mets à 85. ce sont les grands. Alors, on va. C'est ton actualité littéraire. On va commencer par Brave Jean du Purgatoire. Tu es un raconteur d'histoire. Ce sont les personnages qui font toujours l'histoire chez toi. Et il y a évidemment des secrets de famille. Et il y a un personnage toujours très présent dans tes livres, c'est la nature. Alors, Brave Jean du Purgatoire, quand on lit le titre, déjà c'est un peu trompeur. On se dit tiens, il y a une. Soit on connaît Carl Dwell et on dit c'est les Braves gens du Tennessee revus et corrigés par Pelot, soit on pense qu'il y a une histoire de religion. En fait, non. Purgatoire, c'est un village qui existe d'ailleurs. Oui, il paraît oui, qu'il existe en Haute-Saône, il y a un petit bled qui s'appelle Purgatoire. Donc, Mais en fait, Purgatoire, c'est quand même toujours ton village. Oui, moi j'ai trouvé ça bien parce que ça correspond bien à cette histoire-là. Les gens qui vivent à cet endroit-là sont dans une sorte de purgatoire aussi, si on veut s'en référer à la légende chrétienne donc, qui nous parle de ça. Ça va bien comme nom de leur terrier, de leur trou dans l'existence à eux aussi. Et c'est vrai que tu fais référence à Caldwell, c'est vrai qu'il y avait Braves gens du Tennessee. C'est un peu à cause de ça d'ailleurs que j'ai pris ce titre-là, parce qu'il y a la même ironie quelque part derrière pour les situer. Et tu es un grand lecteur d'écrivains américains. Plutôt, oui, assez, oui. Et donc, mais je les aime bien, hein, il y a de l'ironie quelque part, mais c'est des braves gens qui ne sont pas tous... C'est pas des enfants de cœur, quoi. C'est surtout pas dans leur... C'est marrant parce que, quelque part, ils sont le résultat de leur... C'est une descendance qui est le résultat de leurs aïeuls. Donc, les moins braves sont plutôt derrière eux. Oui, mais ils en récoltent les fruits. Il faut payer. Voilà, quelque part, il y a ça. C'est pas de leur faute non plus, c'est comme ça se passe comme ça. C'est les fils des pelotes qu'on tire et qui donnent ce genre de tricot-là, quoi. Alors, c'est à la fois un roman noir, un polar, il y a une enquête. C'est un roman noir. C'est un roman noir, ouais. Oui. Donc, dans ce petit village des Vosges, le tien, près du Ballon d'Alsace, un matin, on découvre un homme mort qui se serait suicidé, Maxime, l'homme au loup, et qui aurait avant tué sa femme. Sauf que c'est pas si simple que ça. L'enquête commence. Et la petite fille, Lorena, va la conduire, cette enquête, en suivant des tas de chemins vers une vérité qu'elle mettra 500 pages à découvrir. oui. Quel beau personnage, Lorena. Ah ben Lorena, je l'aime bien. Ça, c'est sûr que c'est ma petite préférée, Lorena. Mais ça se sent. C'est pas. En fait, elle ne mène même pas une enquête. C'est pour ça que je m'insurge un peu quand il est question de polar à propos de ce bouquin. C'est pas un polar, quoi. Il n'y a pas d'enquête. Il y a simplement la curiosité d'une personne, Lorena, donc, qui voudrait essayer de comprendre. Parce que ce qu'on lui dit. Après la mort de son grand-père, donc, ne la satisfait pas. Ne satisfait personne, d'ailleurs. C'est une enquête de gendarmerie qui a été menée un peu rapidement. C'est impossible que cet homme-là se soit suicidé après avoir tué sa compagne. Donc, si c'est pas lui, c'est donc l'autre. Mais quel autre? Donc, elle se demande. Et c'est une grosse curieuse, c'est une grosse curiosité aussi, et elle essaye de comprendre, tout simplement, donc à la manière non pas d'un policier, mais d'une personne absolument ordinaire et qui aimait bien le disparu. Elle a disparu aussi. Elle va essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les racines de tout ça, qu'est-ce qui a amené à cette éclosion terrible et dramatique, quoi. Donc elle cherche, donc elle pose des questions, et donc voilà. Et donc à travers tout ça, on va découvrir ce qu'était le passé justement de cet homme-là, notamment du défunt, de sa compagne aussi,
mais le passé de beaucoup d'autres, parce que le village en question, Purgatoire, c'est jamais qu'un ramassis de clans, de 3 ou 4 clans principaux, dont l'origine remonte à bien loin, quasiment un siècle plus haut, sinon plus. Et une origine étonnante d'ailleurs, parce que c'est peut-être là que se situe la source de toute cette cascade de malheurs enfouis. Et elle va les découvrir petit à petit, peut-être, tous, un à un. Et c'est absolument pas ce à quoi on pouvait s'attendre, quoi, parce que tous les drames cachés qui sont souterrains, elle va pas les découvrir complètement d'ailleurs, ni tous en même temps en tout cas, mais de peut-être lever un peu la couverture d'un petit drame quelque part, par-ci par-là, qui a alimenté une course vers ce qui arrive ce jour-ci, aujourd'hui, quoi. Elle était comment cette histoire dans ta tête? Qu'est-ce que tu as eu envie de raconter d'abord? Sont les personnages qui sont arrivés les premiers? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Évidemment, j'ai préparé cette histoire-là. Évidemment, il y a une grosse préparation sur les familles qui s'entrecroisent là-dedans et tout. Mais et sur la prospérité, puis le déclin aussi des entreprises de tissage, des scieries ouais. dans les Vosges. Je crois que c'était ça au début. Au début, c'était ça. Je voulais raconter ce déclin en question. Mais de quelle façon? Donc j'avais plusieurs trames avant. J'avais eu des histoires comme ça qui étaient nées plus ou moins pour essayer de raconter ça. Plus ou moins bien. Et puis, il y a eu ces romans précédents que j'ai écrits après, c'est ainsi que les hommes vivent d'ailleurs, où je me suis aperçu que je racontais des descendances de personnages. Il y a eu le roman qui suivait, c'est ainsi, et qui se passait quelques siècles plus tard d'ailleurs, et qui était L'ombre des voyageuses, qui se passe, c'est une petite chevrière des Vosges qui se retrouve en Amérique, qui se retrouve en Louisiane, et qui se retrouve, qui a même fait un passage par le piratage, par les pirates, et qui se retrouve là-bas. Et j'aimais bien, encore un personnage que j'aimais bien d'ailleurs, cette chevrière-là. Puis après, derrière, il y a eu le Debout dans le tonnerre, qui racontait la suite de cette famille-là. Et puis là, il se trouve que j'ai cru avoir compris, mais je ne sais pas si je dois le dire aussi en parlant de Purgatoire, j'ai cru avoir compris que la suite des personnages, que leur descendance, ça aboutissait là quelque part. Et donc je me suis demandé, mais pourquoi et comment? Et j'ai cherché moi aussi, j'ai cherché à comprendre, et j'ai découvert ça, et j'ai découvert cette histoire-là. Et c'est drôle à dire, mais je suis en train de m'en rendre compte maintenant d'ailleurs, mais j'ai découvert cette histoire-là au fur et à mesure que je cherchais moi-même d'où elle pouvait provenir. Et voilà. Et puis, alors j'ai un travail de préparation dessus. On n'a pas à en parler parce que ça regarde personne d'ailleurs. Si, on va en parler. Non, mais les coulisses, ça demeure. Les coulisses, c'est toujours intéressant. Oui, mais d'un autre côté, c'est pas bon. Ben, il a fallu faire des recherches sur les familles en question. J'ai des piles impressionnantes de fiches signalétiques et de savoir moi qui suis pas du tout costaud dans la vie normale, à savoir qui est mon cousin ou qui sera ma cousine. Là, il a fallu quand même que je cherche et que je raconte pas trop de bêtises. Donc, j'ai énormément de documents que j'ai créés de toutes pièces et qui me sont apparus. Quand je dis je les ai créés, j'ai l'impression de les avoir vus arriver, quoi, de les avoir découverts, quoi, aussi un peu. Ça fait peut-être partie du procédé, du processus de l'écriture aussi, ça. Mais je sais que tu construis toi-même ta maison, que tu l'agrandis. Je comprends que tu l'agrandisses régulièrement parce que tu dois avoir tant de documents depuis que tu écris, toi qui n'as jamais bougé des Vosges et qui raconte le monde entier. Donc je pense que ça doit être un vrai trésor. Il y a des livres. Oui, quelques-uns, certains. Il y a déjà les 200 au moins, les tiens. Oui, mais il y a quelques livres, oui, mais j'agrandis. C'est pas pour les livres, hein, c'est pour la peinture, mais ça c'est autre chose. Donc, bien sûr qu'il faut. Ça m'amène à dire que je suis en permanence ailleurs que là où j'ai l'impression d'être, quoi. Où je donne l'impression d'être. Je suis pas là. Je suis ailleurs parce que je suis dans l'histoire qui s'achève ou je suis dans l'histoire qui va commencer et qui va venir. Et donc on n'arrête pas d'écrire en fait.
avant d'écrire avec la machine, avec l'ordinateur, avec le crayon, on écrit dans la tête, donc on n'arrête pas non plus, on prépare tout le temps. C'est fatigant aussi, quelque part, ça, parce que on n'est jamais libre du reste, on n'est jamais libre des histoires qu'on va raconter. Alors, D'un autre côté, c'est bien. Ah oui, dans cette histoire-ci, il y a un personnage particulièrement attachant. On ne peut pas ne pas penser à toi quand on le découvre. C'est un écrivain. Ne me dis pas que tu n'as pas mis beaucoup de toi Il a essayé d'être écrivain. Ouais. Il s'appelle Simon. Tu as donné à l'écrivain aussi le rôle de celui qui racontait, bien sûr, mais qui savait, qui était le dépositaire de la mémoire des lieux. Un rôle important. Ben oui, forcément, que ce soit l'écrivain qui sache, forcément, puisqu'il y a une mise en abîme aussi, quelque part, du fait que moi qui ai écrit ce livre-là, ben, je suis le seul à savoir, quoi, au départ. Donc lui, c'est la même chose, un peu. Bien sûr, il y a de ça, oui, bien sûr que il est, parce que pourquoi ? Parce que l'écrivain qu'il a voulu être, c'était un homme qui aimait voir, qui aimait regarder et qui aimait écouter. Je crois que c'est la base de l'écriture, ça passe par là quand même. Il faut voir, il faut regarder et il faut écouter avant de savoir écrire même. Et puis après, bah, c'est juste du travail. C'est un autre travail, quoi. Mais d'abord voir et d'abord écouter. Moi, j'écris avec mes oreilles, moi, parce que j'écris. C'est une gymnastique un peu particulière, mais c'est de la musique, quoi, d'abord. Donc, il faut être musicien aussi, peut-être quelque part. Et puis, mais d'abord, avant tout, regarder, et puis être au service de l'histoire qu'on va raconter, des personnages qu'on va essayer de mettre en vie et en scène. Être au service, c'est important, c'est très très important. Être au service total. Moi, je suis pas au service du lecteur qui va me lire. J'ai pas de compte à lui rendre à ce brave lecteur que j'aime bien, hein. Mais j'ai de compte à rendre à personne d'autre, sinon à l'histoire que je raconte. Par la qualité de ton écriture, par ton style, par l'ampleur du souffle. Il faut que je la raconte bien. Donc, pour la raconter bien, le mieux possible en tout cas, il faut être à son service totalement. Donc, plus rien d'autre ne compte que ça. C'est un truc absolument égoïste, hein, l'écriture. Il n'y a rien d'autre qui... solitaire. Ah ben oui, tout à fait, mais ça va de pair, quoi. Il n'y a rien d'autre qui compte, plus ni moins. Au détriment d'ailleurs de beaucoup du reste, de beaucoup de gens probablement qui vous entourent et qui, bon, le contact se fait d'abord avec l'écriture même plutôt qu'avec les gens, malheureusement. C'est en ça que c'est pas facile. On essaye de pallier à ça par l'écriture, justement, on n'y arrive pas souvent, pas toujours bien, mais ça passe par là d'abord. Alors, l'un des personnages de Braves gens du purgatoire, comme de beaucoup de tes livres, c'est ce coin des Vosges dans lequel tu vis. Simon, ton écrivain dans Berceau du purgatoire, dit que c'est à la fois un berceau castrateur et carcéral. Moi, j'ai l'impression pour toi que les Vosges, c'est la matrice, c'est à la fois local et universel. Et tu as des descriptions magnifiques de la nature dans tes livres. Local et universel, j'aime bien, oui, parce que je crois que c'est ça. Sans vouloir faire de comparaison imbécile, Faulkner, quand il raconte le Sud de ces États-Unis, c'est la même chose, quoi. Enfin, encore une fois, ne toi, prenez c'est pas le ça. Sud des Vosges. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ne prenez pas ça pour une comparaison prétentieuse, hein, pas du tout. Mais c'est ça, quoi. C'est son Sud à lui, c'est devenu universel. Donc, et je crois que on en est tous là, en fait. Notre petit coin de terre sur lequel on pousse, sur lequel on germe et on grandit, ben, c'est l'univers. Hein. Donc voilà. Et on en arrive forcément à donner cette impression-là quand on raconte les choses de façon sincère, quand on aime les choses qu'on raconte. Je crois aussi, à part regarder, écouter, ben, faut bêtement aimer, quoi.
Oui, alors, tu parles de Faulkner, effectivement. Ton écriture et ton encre, quand elle est imprégnée de la terre des Vosges, elle a des accents de Faulkner aussi. Allons bon. Si, si. Euh, on est fait de ces lectures de Faulkner et de bien d'autres. Maxime, ton personnage, avant de mourir, est en train de lire Giono. Oui. Et on ne peut pas ne pas penser à Giono aussi dans ce livre. Et d'ailleurs, Simon, l'écrivain, qui est un peu ton double, dit tu entres dedans, Giono, et tu t'envoles. J'ai l'impression, moi, que peu d'écrivains français ont été importants pour toi, que ce sont quand même les Américains d'abord qui comptent. Giono, c'est une exception. Ouais, oui, un peu, oui, oui. Il y en a d'autres, hein, sûrement, qui me viennent plus en mémoire là tout de suite, mais il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Comme Giono, la nature influe sur l'homme. Mais la nature, c'est un personnage, tu avais totalement raison en le disant tout à l'heure. Comme les saisons, d'ailleurs. Les saisons sont des personnages. Les saisons, la nature, ça va de pair. Hein. Oui, c'est parce que ça vit aussi, parce que c'est dans cette vie-là que les personnages humains vivent, eux. Et donc oui. Et pour en revenir au fait de... Je cherche très vite des romanciers ou des écrivains français. C'est marrant parce que c'est pas eux qui me viennent en mémoire d'abord quand j'y pense. C'est vrai que c'est des Américains. Ces Américains. Ouais. Mais, Je crois que la géographie, finalement, n'a pas tellement d'importance parce que moi, j'ai appris... On parlait de Caldwell tout à l'heure. En lisant Caldwell, quand j'étais beaucoup plus petit, en lisant Faulkner, justement, j'ai vu, à travers ces gens qui décrivaient, ça m'a aidé à porter un regard sur les gens qui m'entouraient, moi. J'ai vu les mêmes pauvres blancs dans mon coin des Vosges, là-bas, que eux les décrivent, que un petit gars de Géorgie, que tous ces... Je les ai vus. C'est pour ça que je pense que la géographie n'a pas grande importance. Les hommes de certaines classes sont tous les mêmes, pensent aux mêmes choses, ont les mêmes douleurs, ont les mêmes joies, où qu'ils soient. En gros. puisque tu arrives là-dessus, on va faire une parenthèse. On reviendra sur Braves gens du Purgatoire et sur d'autres livres un petit peu plus tard. J'ai envie de comprendre quand même comment le gamin des Vosges est devenu aujourd'hui. Alors, je sais que tu interdis le mot. Quand on le dit, tu dis je ne fais qu'un mètre 72, donc je ne vais pas dire le géant de la littérature, mais un grand de la littérature. Tu n'as jamais quitté ton village au pied du ballon d'Alsace. Je crois que tu vis à 500 mètres de l'endroit où tu es né. Qui plus est, Irma, ta femme, tu as été en classe avec elle. Vous êtes tous les deux de ce village. Et tu as décrit mieux que tant et tant d'écrivains la géographie du monde entier et en particulier les États-Unis. Ton tout premier livre, La piste du Dakota, c'était déjà les États-Unis. Alors, tu viens d'une famille, je crois, ton père était menuisier. C'est ça, oui. Ta maman, alors justement d'ailleurs, j'aimerais que tu me dises, était rentreuse à l'usine. Ça veut dire quoi, rentreuse? J'aimerais bien le comprendre vraiment moi aussi parce que j'ai jamais tout à fait compris. Elle travaillait derrière un petit métier où elle allait rechercher dans la trame des tissus qui étaient en train de se faire à côté les défauts qu'il pouvait y avoir. Elle les rentrait. Elle les rentrait dans la trame ou dans la chaîne. Elle était toute seule. Elle travaillait dans une salle assez grande d'ailleurs derrière son petit métier. Elle était toute seule dans ce truc-là et elle rentrait à longueur de jour. De temps en temps, elle sortait, mais là, elle rentrait tout le temps. Et donc, c'était ça, son travail, c'était ça. Elle avait été tisserande avant. Et puis, à un moment donné, elle a rentré. Et alors, en fait, tu aurais pu devenir électricien. Rentreur. Tu as failli, rentreur, oui. Tu as failli quelques jours devenir électricien, mais Oui. tu avais décidé de faire de la BD, de raconter déjà des histoires. Qu'est-ce qui, enfant, vous étiez une famille de lecteurs? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de t'évader par l'écriture?
Ben moi, et le dessin. j'aimais bien. Je pense que déjà, de toute façon, si je me souviens bien et de loin, à l'école même, il y avait deux matières quand même que j'affectionnais particulièrement. C'était d'une part le dessin et d'autre part ce qu'on appelait la rédaction. Moi, le maître d'école, parce que c'était un maître, donc c'était pas un prof, c'était un maître, distribuait, quand il était question de rédaction, distribuait un feuillet à tout le monde, et moi, il m'en fallait deux, quoi. Déjà, c'était peut-être un signe de quelque chose, et le dessin aussi, j'aimais bien. Donc, j'avais une grande sœur qui lisait beaucoup. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que je suis tombé dans les Américains. Je piquais les séries noires qu'elle lisait à l'époque. Mon père lisait des comics souvent. Je le revois toujours au bout de la table de la cuisine à lire des trucs qui s'appelaient genre Tartine Mariole ou des petits comics comme ça, des trucs Artima de l'époque. Ma mère lisait, ouais, j'ai toujours vu des livres à la maison, ça c'est sûr. Et puis moi j'aimais bien lire. À l'école, encore une fois, à l'école, on avait une bibliothèque, j'ai tout ratissé, quoi. J'ai tout lu de la bibliothèque. Donc ben, j'aimais bien ça. Et un jour, j'ai trouvé ça quand même, c'était quand même formidable, la lecture, et s'évader, et s'en aller, et aller ailleurs, et rencontrer d'autres gens à travers un livre et tout. Et un jour, moi, je suis tombé tout petit dans Jack London et ces romans-là. Et ben, j'ai eu envie d'écrire, moi, de raconter, moi, les histoires que j'aimerais bien lire. Donc plutôt que d'attendre de les trouver quelque part et d'avoir plus qu'à les lire, ben, je me suis dit, je vais les lire en les écrivant. Et puis, il y a l'écriture, enfin, il y a les livres, l'image, mais il y a le cinéma aussi. Oui, Et c'est peut-être ça qui t'a donné le goût ben de ça, de l'Amérique, l'image, ouais. de De l'image. l'image, oui. Et en t'entendant en parler l'autre jour, je pensais à Philippe Claudel qui disait exactement la même chose dans sa petite commune de Dombasle quand il était enfant. C'est le cinéma qui lui a donné le goût à la fois de l'image et de l'écriture. Et cette séance de cinéma toutes les semaines, les westerns. Oui, tout en fait, tout. Il y avait un cinéma aussi à Saint-Maurice, donc on allait au cinéma systématiquement le samedi soir. Et comme c'était le même film qui était donné aussi le dimanche après-midi et le dimanche soir, il nous arrivait d'aller voir le même film 3 fois dans la semaine, quoi, parce qu'on allait au cinéma. Donc c'était un lieu aussi de rendez-vous d'une grande partie du village, c'était bien. Et donc tout petit, effectivement, je suis allé au cinéma, j'ai vu des films, et puis j'ai eu envie de raconter. Oui, ça fait partie du même processus, hein. J'ai eu envie de raconter des histoires et de les raconter comme, en gros, c'est pas faux tout ça, parce que j'ai eu envie de les écrire comme je raconterais un film que je vois. D'ailleurs, tu as une écriture cinématographique. Quand on te lit, on voit Ben, je en même raconte temps. des images, quoi. On C'est bien sent de faire. les odeurs et on voit les images. Alors c'est bien. Oui, tu vois, c'est bien. Alors, je reviens encore sur ton enfance parce que ça permet de comprendre aussi le mystère qui t'entoure quand même. Oh, Si, on va. Euh, Tu as eu des parents quand même compréhensifs. ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, Oui. pour te laisser, au lieu d'aller à l'usine ou de travailler, rêver d'une carrière artistique, prendre des cours de dessin et commencer à écrire. Oui, parce qu'on parlait d'électricien tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait 8 jours de centre d'apprentissage dans un truc en Alsace, où on était 3 ou 4, d'ailleurs on s'est retrouvés 3 ou 4 au milieu d'une tripotée d'Alsaciens qui parlaient pas, qui parlaient alsacien. Même les profs avaient oublié qu'il y avait 2, 3 malheureux Vosgiens dans le tas qui ne comprenaient rien à ce qu'ils disaient, donc c'était un peu pénible. Et on a fait 8 jours tous, et puis au bout de 8 jours, il n'y en a pas un qui a voulu y retourner, et il n'y en a pas un qui y est retourné d'ailleurs. Et moi le premier, et j'ai dit à mon père, moi je veux apprendre à dessiner, voilà, je veux faire. Alors c'est vrai que j'avais quand même des parents qui étaient, donc une mère rentreuse, Donc c'était le dessin d'abord. et donc c'était le dessin. Et un père qui était menuisier, et je leur ai dit, voilà, je veux apprendre à dessiner. J'ai fait un passage aussi très court chez un oncle à moi, un parrain même en plus, dans la mécanique. Au bout de 3 mois, il m'a demandé d'aller à la pêche, parce que c'était mieux pour lui comme pour moi, sûrement.
Et puis après, donc, j'ai posé cette question, j'ai dit ça à mes parents, ils m'ont dit, bon, bah, d'accord, parce qu'il n'était pas question que j'aille apprendre à dessiner quelque part dans une école ailleurs que là où j'étais. Donc j'ai suivi des cours de dessin par correspondance, il faut quand même le faire, et donc à l'école ABC du dessin. J'ai appris les lois de... Ça t'a servi ? Absolument. J'ai appris les lois fondamentales de la perspective et des choses comme ça. Mais je ne suis pas tout seul, j'ai appris aussi un peu plus tard que Jean Solé, qui est quelqu'un que tout le monde connaît, a appris à dessiner par l'école ABC aussi. Donc on a été au moins 2. Et donc voilà, et puis au fur et à mesure du temps, je me suis mis à dessiner donc de la BD, oui, des histoires en BD, que les premières terminées, je les ai quand même envoyées à Hergé. Et voilà, justement, je voulais qu'on en arrive à Hergé. Et oui, j'ai retrouvé la lettre. Parce que quand tu as 18 ans, Hergé va quand même changer ta vie. Le grand Hergé, le père de Tintin, tu lui envoies... Je lui envoie la bande dessinée que j'avais concoctée et faite. Et il me répond gentiment, donc il prend le temps. Une longue lettre, ouais. Dans laquelle il te dit, en parlant non pas de tes dessins, mais de tes textes, ils sont excellents, drôles, originaux, percutants, souvent d'une allègre violence. La façon dont vos héros s'apostrophent semble un alliage de la verve homérique et de l'humour noir yankee. Et là, en fait, il te conseille de devenir écrivain de texte, entre guillemets, et il te dit carrément, ne voyez-vous pas un dessinateur à qui vous proposeriez votre collaboration littéraire? Et tu l'écoutes. Je l'écoute sans l'écouter, mais tout en l'écoutant. Parce que à la même époque, en plus, je bifurquais quelque part et j'avais commencé à écrire un roman policier pour un petit concours auquel j'avais adressé j'ai jamais eu de nouvelles d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai gagné le concours ou pas. Donc, en même temps, j'avais envie d'écrire aussi. Donc, le conseil d'Hergé est arrivé complètement à point. Et aujourd'hui, tu dis qu'il a eu raison, qu'il a eu tort? Ah ben, bien sûr qu'il a eu raison. Parce qu'en plus de ça, ça a continué. Il a été... un peu plus tard, j'ai eu la joie de lui envoyer le premier bouquin écrit et publié. Donc, il a été ravi. Et Hergé, c'est une de mes petites fiertés d'ailleurs, a écrit une préface à un roman dans sa vie, une seule. C'est sur un de mes romans. Lequel? C'est un western, un des débuts, qui s'appelle La loi des fauves, je crois, de la série d'Highland Stark. Et je trouve assez fantastique que ce long courrier, cette longue réponse d'un homme qui prend le temps de conseiller un jeune. Ah bah oui, ça c'était quand c'était un vrai cadeau. C'était un homme d'une gentillesse absolue et d'une générosité absolue. Et effectivement, et puis après on a eu une longue période de correspondance d'ailleurs. Donc non, c'est un monsieur très très bien. J'ai eu la chance de côtoyer quelques personnes très très bien comme ça. J'en ai rencontré quelques-unes. Ouais. Alors, Il m'a dit aussi que mes dessins, cela dit, n'étaient pas terribles. Oui, mais tu as progressé. Oui. Donc, tu te mets à écrire, ouais. Tu arroses de manuscrits. D'ailleurs, ça, je pense que tu l'auras fait pendant 50 ans. Tu arroses de manuscrits tous les éditeurs et tu es publié. Et je suis publié. Donc, ton premier livre chez Marabout Jeunesse, La piste de Dakota. La piste du Dakota, oui, c'était le premier d'une assez longue série de westerns. Et Pierre Gros-Demanche, puisque c'est ton nom, devient Pierre Pelot. Voilà. Pourquoi Pelot? Ben pourquoi pas, déjà. Et puis en plus, parce qu'au téléphone, j'ai appris la nouvelle là dans le couloir d'une épicerie, parce que moi, je n'avais pas le téléphone, donc l'éditeur avait trouvé le nom en question, et il s'appelait comme moi, l'épicier en question. Il avait le même patronyme, donc il avait téléphoné là. Donc j'ai appris que j'étais publié donc, dans ce couloir-là, un jour d'hiver. Ça pelait dans tous les sens. Et il m'a demandé, l'éditeur en question m'a demandé si je ne pouvais pas trouver un pseudonyme qui ferait plus littéraire que Gros-Demange.
sur le coup, j'ai dit oui tout de suite. Parce que... Et puis, Pelot, c'est tout simple. C'est parce qu'on m'appelait comme ça depuis que j'étais tout petit. Donc, je n'ai pas cherché très loin. Je me suis dit, bah tiens. C'était la déformation de Pierrot, de Pierre. En fait, je m'appelle Pierre, quoi. D'accord. Et quand on lit, alors c'est chez Marabout Jeunesse, mais quand on lit La piste du Dakota, il y a déjà une culture des civilisations amérindiennes de Ouais. l'ouest des États-Unis. Cette culture-là, on est loin d'Internet, je dirais. Ben, ça vient, comment ça vient du cinéma et des livres, et des romans, quoi, et des livres, et puis de l'histoire. Et je m'étais très vite intéressé à l'histoire des Amérindiens, justement, de tous ces gens, de tous ces méchants dans les westerns, parce que c'était les Indiens, c'était les méchants. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était les méchants et pourquoi systématiquement c'était les méchants. Il n'y avait pas de raison que voilà. Donc je m'étais intéressé beaucoup à ces civilisations-là et ça m'avait énormément plu. C'est mon côté, moi j'aime bien les orties, donc vous voyez, c'est un peu ça au départ qui fait que. Et puis voilà, puis je me suis documenté sur la chose, et je connaissais, et sur l'histoire de la conquête des États-Unis d'ailleurs, et je connaissais à l'époque beaucoup mieux la conquête des États-Unis que l'histoire de France. J'avais lu, donc déjà, je lisais ces romanciers américains, alors que les classiques français, je suis passé à côté. Balzac et compagnie, je sais pas, quoi. Alors, quand on écrit 200 livres, c'est difficile de parler des 200, évidemment. Euh, on va revenir un petit peu à Braves gens du Purgatoire, déjà parce que tes lecteurs vont découvrir qu'il y a quand même, à un moment, l'Amérique qui est présente. D'ailleurs, je crois qu'il y a l'ensemble des thèmes que tu aimes dans ce livre. Ouais, Hein, ouais. il regroupe assez l'ensemble des lecteurs. Je te disais tout à l'heure que quand même, il y a quelques années, tu avais déjà écrit un livre qui était titré Purgatoire. Ouais, mais c'était une erreur. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'était déjà le village de Purgatoire. Et puis pas du tout, j'ai découvert que Ah non, c'était c'était un un truc. fait divers style C'est, affaire Grégory. C'était horrible. oh, c'est pire que C'est ça, pire c'est que pire que. l'affaire. Oui, Oui, oui. Oui, oui, c'était parti c'était pour une collection qui s'appelait Gore, collection Gore au Fleuve Noir. Et le directeur de cette collection-là m'avait écrit un jour en disant tiens, si tu veux gagner un peu de sous, il y a une nouvelle collection, tu peux faire des trucs, c'est un truc d'épouvante. Et comme je voulais gagner un peu de sous, parce que c'est ça aussi, le côté écrivain, c'est bien beau, mais il faut gagner sa vie avec. Donc on et écrit des choses. tu as vécu de ta plume toute ta J'ai vie. survécu quelquefois et vécu, oui. Oui, Bah voilà, oui, oui. c'est. Bah oui, oui, voilà. Donc j'avais écrit ce truc-là, mais c'est pas un truc, c'est pas terrible, quoi. Alors, on revient encore quelques instants à Braves gens du Purgatoire, parce que à Simon, cet écrivain qui aime tant les chats, qui te ressemble tellement, toi, d'ailleurs, qui aime aussi tant les chats, tu fais dire une définition de l'écriture que je vais essayer de retrouver. Il parle avec Lorena, donc la jeune héroïne de ton livre, et Simon dit « On n'écrit pas pour raconter une histoire inspirée de la sienne, ni pour l'avouer. On écrit pour vivre une histoire, qu'elle parle de soi ou non. Il n'y a pas à chercher d'autres vérités, sous-jacentes ou pas, dans une histoire racontée, que celle qu'elle porte en elle, par projection, et dans sa vérité, et dans ce qu'elle est, non pas dans ni d'où elle vient. » Est-ce que c'est ce que tu penses, toi, vraiment? Oui. Oui, donc c'est bien toi, hein, jusqu'au bout. Ben ça, j'ai emprunté, oui, oui, je me suis servi de. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'histoire de vivre par procuration. Donc, il y a de ça, quoi. C'est sûr que j'existe beaucoup plus à travers ce que j'écris que nulle part ailleurs. Est-ce que, à force d'écrire, tu as l'impression que ça devient de plus en plus facile? Tu vas de Ah, plus. Je me souviens que L'été en pente douce, qui a été un de tes succès
quand il a été adapté au cinéma en particulier, tu l'avais écrit en une semaine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup Oui. plus... est-ce que tu fais plus attention à l'écriture? Oui, aussi, oui. Non, c'est vrai, mais cela dit, l'été en Pente Douce, je m'étais donné une espèce de, comment dire ça, c'est un challenge quoi, quelque part. Je voulais, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs le font, je voulais pas entrer à aucun moment dans la tête des personnages. Les personnages de l'été, ils vivent à travers ce qu'ils disent et à travers ce qu'ils font, point final. Jamais à aucun moment on voit Lila pense à ceci, cela. Non, Lila, elle dit ceci, elle dit cela, elle fait ceci, elle fait cela, c'est tout. Donc c'est une écriture un peu théâtrale aussi, quelque part derrière. Et ça va donc plus vite. Il y a des histoires qui vont vite, hein, qu'il faut donner rapidement, quoi. Mais c'est sûr que maintenant, d'abord peut-être parce que l'écriture compte, l'écriture en elle-même compte beaucoup plus, peut-être pour moi, parce que je me suis rendu compte que c'était effectivement de plus en plus difficile, parce que j'ai de plus en plus de mal, parce que c'est quelque part un peu douloureux. Faut pas que je me plaigne, mais j'allais dire douloureux, mais quelquefois c'est quand même frise avec ça. S'il y a une époque, j'écrivais un bouquin par mois, j'ai pu faire ça, j'ai fait pire même. Mais maintenant, j'écris 3 phrases dans la journée, quoi. Bon, vous me direz, c'est des grandes phrases. C'est vrai que ce sont des grandes phrases. Mon record, et j'ai pas fait exprès, c'est dans cet Ainsi que les hommes vivent, j'ai fait une phrase qui fait 4 pages. Juste la phrase. Mais j'ai pas fait exprès, encore une fois, je suis parti dans ce qu'elle raconte. Et au final, après avoir raconté tout ce qu'elle devait raconter, je me suis rendu compte qu'elle faisait 4 pages. Donc, Mais ça va, c'est le encore une livre en histoire. fait 1300. Hein. Oui, voilà, donc c'est petit en fait. C'est une histoire de musique, justement, il faut que ça coule, il faut que ça chante. Et quand on part sur cette base-là, la première fausse note, elle se repère tout de suite. Donc c'est, à la limite, j'allais dire que c'est facile, c'est pas facile, mais ça coule bien. Donc quand ça coule bien, ça va, quoi. Mais cela dit, au bout du compte, c'est quand même toujours de plus en plus difficile. Mais c'est bien hein, que ce soit difficile, parce que, juste, vous savez, les ficelles, on va dire ça comme ça, pour raconter une histoire, pour écrire un livre, on les acquiert vachement facilement, quoi. Ça vient vite, au bout de 3 ou 4 bouquins, on sait comment faire, et on pourrait continuer éternellement comme ça, sauf que c'est pas rigolo du tout, et que c'est pas intéressant du tout. Donc il faut essayer, encore une fois, quand je parlais tout à l'heure d'être au service de l'histoire et de voir des contes à elle et à personne d'autre, autant le faire bien, quoi, autant le faire le mieux possible. Et ça, c'est pas toujours simple, ça vient pas tout seul, quoi, ça vient pas. Il y a des moments où on a l'impression de raconter quelque chose qui vous est dicté. Mais là, ça ne dure pas longtemps. Hein. Mais tout à coup, c'est assez magique comme truc. C'est peut-être parce qu'on est plus en forme ou parce que ça va mieux, mais la plupart du temps, c'est pas dicté. Ou alors on n'écoute pas bien, mais c'est difficile, quoi, quand même. Et c'est ça qui est bien. J'aimerais pas que ce soit facile non plus. Plus ça vient, plus c'est difficile, plus je vais me mettre un jour entier peut-être à trouver la façon d'aborder une histoire, parce que c'est bien beau de raconter des histoires. Encore une fois, ça peut être facile, mais le truc, c'est d'une part de la bien écrire, mais d'autre part de la bien raconter. Et il y a 1000 façons de raconter une histoire possible. Il y a la façon la plus bête, c'est on part de A, on arrive à B, et puis on continue vers C, et puis voilà. Mais il y a tellement d'autres manières, et c'est ça écrire aussi, je pense, à mon avis. Il y a tellement d'autres manières de raconter, de prendre l'histoire par un bout, de la tordre, d'arriver, de ne pas suivre forcément un ordre chronologique dans le déroulé des actions. Je l'ai fait un peu dans Purgatoire. Il y a une chronologie qui en prend à son aise, hein, qui s'en va dans tous les sens, avec le temps aussi. On voit ça dans certains films coréen où la chronologie est complètement mise en défaut, on ne sait pas où on est, mais tout à coup on comprend au fur et à mesure, il faut se laisser aller, il faut se laisser porter par cette histoire qui est racontée de cette façon-là. Et au bout du compte, on comprend très bien, quoi. Ça paraît difficile au début, c'est faux, c'est parce qu'on n'est simplement pas habitué à ce genre de narration. Et là c'est pareil pour l'écriture, on peut aussi s'amuser comme ça.
Et encore une fois, c'est... Et s'amuser avec le langage aussi. Ah bah oui. Parce ça, que là, tu es un grand spécialiste des langages. Le temps passe vite avec toi, mais je ne peux pas terminer cette rencontre. Je dirais, on est au dernier quart d'heure de notre rencontre, sans parler de ces... Si, tu vois, ça passe. De C'est ainsi que les hommes vivent, dont je disais tout à l'heure, Jean-Christophe Ruffin a fait la préface, dont il dit que ce n'est pas un roman historique, que tu as trouvé la manière de faire éclater dans le présent la force tirée de l'histoire, et que, si je n'ai pas perdu ma feuille, et que je la retrouve, c'est pas si facile que ça, donc je vais, parce que pour retrouver les pages dans la préface, il dit en tout cas que tu as réussi entre l'espace et le temps à faire quelque chose de très exceptionnel. Ce livre, qui a eu la feuille d'or de la ville de Nancy quand il est sorti, je m'en souviens particulièrement, c'est moi qui ai eu le plaisir de te la remettre. Ce livre, non seulement est exceptionnel parce qu'il raconte 4 siècles, à la fois dans cette Lorraine dure, tu racontes le réel sans rien travestir, donc c'est violent, il y a des massacres, 4 siècles, et puis finalement, ces dernières années, un journaliste qui, comme par hasard, s'appelle Lazare Gros-Demange, qui arrive et retrouve des racines. Dans ce livre, tu as aussi beaucoup travaillé le langage. Oui. Le langage du XVIIe, du XVIe. Ce travail est particulièrement... Ça a été en tout cas, ça a été un bonheur de découvrir ça parce que je ne le connaissais pas. Je n'ai pas redécouvert, j'ai découvert en fait. Je travaillais beaucoup sur ce bouquin-là avec notamment avec des dictionnaires, évidemment, des vieux dictionnaires de langue française, et notamment avec un supplément au dictionnaire de l'Académie française de 1800 et des poussières. Et le supplément en question, rien que le supplément, il est quand même épais comme ça, quoi. Et donc, et dans ce supplément de langue française, il y a les notations de ce qu'ils appellent, de ce que les auteurs appellent le vieux langage. Et là, c'est jamais c'est un trésor, quoi. C'est un coffre, c'est un trésor, et on pioche dedans et on trouve des mots. On découvre des mots qu'on n'a évidemment jamais entendus dans le langage courant, ni même dans ce qu'on a pu lire, qui datent de je ne sais pas, du 15e, 16e, 17e siècle. Ce n'est pas du vieux français, c'est du moyen français, au moins, en gros. Mais on trouve des mots qu'on ne connaît pas et qu'on comprend. Et rien que ça, c'est la force du mot. Vous ne les avez jamais lus, hein, mais vous savez ce que ça veut dire dans la phrase où on les pioche, où on les plante après, on les comprend. Et ça, j'ai donc découvert les racines de la langue française, qui est quelque chose de formidable, quoi. C'est dommage qu'on ne puisse plus parler comme ça, même dans la vie courante, ce serait autrement rigolo. Et donc, ouais, ça a été un bonheur pour moi de découvrir. Alors, j'ai essayé de repiquer. 20 ans de réflexion, 2 ans d'écriture. Oui. Oui, 2 ans pour faire rond, oui, tous les jours, oui. Tous les jours, mais il fallait au moins ça. Donc, et 20 ans, effectivement, au moins de réflexion aussi. Et ça fait un drôle de trou quand on arrive au bout, quoi. Ça fait... on parlait... Quand tes personnages t'abandonnent. J'ai découvert ça aussi. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Quand j'ai eu fini de lire les épreuves de ce gros roman-là, j'ai craqué, quoi. Je me suis effondré en larmes dans mon bureau parce que c'était fini, parce que l'aventure était terminée, parce que j'ai vu, à ce moment-là, s'éloigner les personnages principaux de l'histoire. Je les ai vraiment vus s'éloigner, ils s'en allaient. Il y avait une espèce de butte, ils montaient la pente et ils s'en allaient, ils retombaient de l'autre côté et ils avaient disparu. Et ça fait, et vous êtes là, vous restez là comme une nouille et vous êtes au bord du gouffre, quoi, parce que c'est fini tout ça. Et puis bon, et puis le temps est passé un peu. Le livre a existé.
Ça, c'est bien aussi. Le livre a existé, le livre a été lu par des gens, des lecteurs, donc des lectrices aussi, qui m'en ont parlé. Et à ce moment-là, en haut de la pente, les personnages sont revenus, ils sont réapparus, et ils sont avec moi depuis ce moment-là et encore maintenant. Apolline, Apolline beau personnage de femme est aussi. de là, oui. Et puis je pense que... Alors il y a certains personnages de certains bouquins qui font ça, mais celui-là c'est flagrant, quoi. Je sais qu'ils ne me quitteront pas. Et il y a, dans le dernier, dans Lorena, c'est du même tonneau. Mhm. J'aime beaucoup cette fille. Voilà. J'ai retrouvé la phrase de Ruffin. Et il dit que, de façon extraordinaire, avec toi, l'espace est le réservoir du temps. Est-ce que pour toi, oublier le passé de la Terre, de sa Terre, finalement, c'est oublier le sien de passé? Ah oui, oui, il ne faut pas. On est Heureusement, accroché à la Terre. ah oui, oui, il faut, ben bien sûr, heureusement d'ailleurs, parce que c'est la sauvegarde, quoi. On n'est pas tout à fait naufragé comme ça, on est au moins sur un canot de sauvetage, quoi, dans un canot de sauvetage, donc tout va encore bien, c'est-à-dire que tout ne va pas trop mal encore. Et puis on peut au moins continuer de naviguer un peu. Alors, on ne peut faire qu'un clin d'œil à Pierre Suragne et à la science-fiction, parce qu'on n'aura évidemment pas le temps d'en parler. Pierre Suragne est le pseudonyme sous lequel tu écrivais à ce moment-là. Il y a une aventure que je veux absolument évoquer avec toi. C'est celle que tu as partagée pendant 10 ans avec Yves Coppens. Alors, je vous imagine bien tous les deux conteurs, travaillant ensemble, d'abord sur le rêve de Lucie, et puis après, sur ce que tu lui as proposé, c'est-à-dire d'être un peu ton conseiller pendant 5 tomes, 5 tomes sur la préhistoire, où tu es allé jusqu'à faire un lexique du langage Oui. de l'époque qui n'existait pas. Il y a plusieurs lexiques d'ailleurs, parce que comme je me suis baladé sur plusieurs siècles d'existence de ces gens-là, de ces hommes-là, j'ai raconté quand même l'évolution de l'homme pendant 2 millions d'années. Donc évidemment, sur 5 bouquins, ce n'est pas des histoires qui se suivent. Il y a des trous entre les romans. Mais comme ces gens-là aussi ont inventé, les premiers en tout cas, ont inventé un langage, et les suivants aussi ont inventé d'autres langages, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul duquel a découlé les autres, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Au même moment, en différents points du globe, des langages sont nés, on acquis. Le langage, c'est quelque chose, hein, c'est pas tout à fait maîtrisable tout le temps. Et donc, il a fallu faire effectivement des dictionnaires aussi, des lexiques aussi de ces langages-là. Et ça a été assez formidable d'ailleurs d'essayer de se mettre à la place de ces gens d'il y a 2 millions d'années, des poussières, des grosses poussières, et de se demander pourquoi, quelle envie venait et pourquoi nommer certaines choses plutôt que d'autres, certaines plantes, certains animaux. Pour eux, j'imagine aussi que le concept animal-humain n'existait pas, qu'un tigre aux dents de sabre était du même ordre qu'un humain qui les accompagnait. C'était la même chose, c'était des êtres vivants qui avaient des capacités différentes les uns les autres. Donc comment nommer cette espèce de choses vivantes qui marchaient plutôt à 4 pattes, qui avaient des grandes dents et qui pouvaient être dangereux? Alors on le nomme pourquoi? Pour son apparence, on le nomme pour sa dangerosité éventuelle. Donc il a fallu rechercher, il a fallu se mettre à leur place. Je crois que j'y suis bien arrivé, parce que je m'y suis senti bien à un moment donné. Donc le langage en question, il a fallu les inventer, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et je ne me suis pas trop mal débrouillé quand même, parce que j'ai eu donc, sur les bouquins-là, j'ai eu des retours de linguistes qui m'ont dit que je ne m'étais pas trop mal débrouillé. Et tout à l'heure, avec Irma, ta formidable femme, on parlait aussi de ce moment où tu t'étais mis toi-même pour essayer de retrouver l'époque
à tailler des pierres. Ah ben oui, mais j'allais dire, c'est la moindre des choses quand même. Oui, j'y suis arrivé, hein, plus ou moins, et j'ai même fait du feu en frottant des bouts de bois. J'ai pas fait du feu, il ne faut pas que j'exagère non plus, j'ai fait de la fumée. Je suis allé jusqu'à la fumée. Ça n'a pas brûlé, mais si c'est très fatigant, n'empêche. Essayez de... Là maintenant, on presse sur un bouton, le gaz s'allume, machin, tout. Vous prêtez une allumette, ça prend... mais prenez 2 bouts de bois et essayez de faire du feu, vous allez voir que d'une part, il faut des muscles, et puis en plus de ça, ça prend du temps, quoi. Donc j'ai essayé tout ça, mais c'était intéressant à faire, bien sûr. J'ai durci des pointes de javelot au feu, j'ai taillé des pierres, oui. J'en avais montré à Coppens, d'ailleurs. Il m'a dit, mais où t'as trouvé ça? Ben, j'ai dit, je les ai pas trouvé, je les ai faites. Il m'a dit d'ailleurs que j'étais fou, mais bon. Bon, on va finir avec évidemment Braves gens du Purgatoire. Je veux juste te dire un mot parce que tu t'es beaucoup plus que dans tous tes autres livres mis dans ce livre. C'est une évidence quand on le lit. Tu t'y es mis aussi jusqu'à parler de la mort de ton fils. On est à Nancy, c'est ici, hélas, qu'il a disparu. Il y a une passerelle qui porte son nom. Je voulais, sans t'en faire parler, parce que je sais à quel point c'est impossible pour toi d'en parler, dire que les lignes que tu as écrites en transformant, tu lui as fait un tombeau littéraire dans ce livre aussi, et le personnage de Simon est un personnage magnifique. Merci, alors, madame. Voilà, c'est tout ce que je te ferai dire dessus. Et comme je ne peux pas te laisser partir sans que tu lises, c'est toujours bien quand l'écrivain lui-même choisit un passage de son livre et le lit. Je t'ai demandé d'en choisir un tout à l'heure et de te prêter à cet exercice. Je voudrais, pour terminer, avant que tu ailles dédicacer, et en te remerciant encore, Pierre, de l'effort que tu as fait pendant 1 heure, de terminer en lisant. C'était pas un effort, hein. Merci d'ailleurs pour ça, parce que je me suis senti très bien. Merci Pierre. Alors, Braves gens du Purgatoire, je vous conseille tous ce livre aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et on sait maintenant, il y aura un recueil de nouvelles qui sera publié, il faut le dire, en janvier. Et on sait que ton écriture va continuer. C'est une belle nouvelle. On t'écoute, Pierre. Je promets rien, hein, parce que c'est quand même pas mon boulot ordinaire, ça, de faire ça. Et je vais faire mon possible. Il est trop tard pour que tu m'entendes, comme depuis toujours. Les étés étaient plus longs que maintenant. Ils se sont raccourcis au fil du temps, je crois bien que c'est ma faute un peu. J'ai laissé filer la vie comme ça glisse, je n'y ai pas prêté suffisamment attention. Ce n'était pas compliqué pourtant, mais on ne nous a pas appris, personne. Les gens qui nous entouraient alors, les gens qui nous entourent, ne se souciaient pas de nous, ne se souciaient pas de vous. Ils vous laissent vous débrouiller avec votre jeunesse, ils ont autre chose à faire, ils s'imaginent, je suppose, que l'apprentissage est une affaire personnelle, l'affaire de chacun, qu'ils n'ont pas, eux qui ont désormais franchi la ligne, passé le cap, à s'en mêler. Alors, à défaut de guide, dans les pas desquels mettre les vôtres, on va à cloche-pied forcément de l'avant, suivant quelque infernal baguenot dont on a la furieuse certitude qu'elle ne nous mènera à rien de bon. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'imperpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola, et j'aurais tant voulu, tant aimé m'allonger moi aussi sur le canapé du bordel et caresser les seins de Lola. Mais on ne nous a pas dit, on ne nous apprend pas que les seins de Lola fleurissent non seulement dans un poème, une chanson, mais sont aussi la réalité affective possible, à portée de doigts et de creux et de cœur. On ne nous en dit rien, on garde jalousement le secret, si on le connaît.
on ne le partage pas. Et tu as 17 ans, aujourd'hui comme hier, le drame est érigé sur cette ambivalence. Nul dragon ne te plantera sa dague dans le cœur, Lola. Tu ne t'appelles pas Lola, même si tu n'en es pas loin. Ce n'est pas une affaire de syllabes. Il n'y avait ni canapé, ni bordel à mon grand désespoir pour y coucher ma peine, y penser mes déchirures. Il y avait Lola, que je rêvais déjà, et mon cœur, tu saignais, à sanglots contenus, et je rêvais déjà sans connaître la chanson, sans avoir lu le poème, que je rêvais encore quand elle est apparue. On va arrêter là. Merci Pierre. Tu vas pouvoir retourner dans les Vosges, dans ton petit village. Merci à toi, merci à vous d'avoir eu cette patience.